Allô, allô, allô. Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. On vous avait dit qu'on allait passer un bon moment au Sénégal, et ben c'est le cas. Et puis on a surtout rencontré des belles personnes. Ça, vous verrez les reportages très prochainement sur nos sites. Mais pour l'instant, bonjour Abdoul, comment ça va? Bonjour Antoine. Ça va très Alors bien. Abdoul, on se connaît de France pour plein de choses. La formation, le développement. Et puis, il y a quelques années, avec la mairie d'Évreux, vous avez décidé de faire des maisons en terre et d'installer des gens au Sénégal. Ça se trouve où? Au Sénégal, et vous avez mis quoi en œuvre? Bon, avant de répondre à cette question, Antoine, je te souhaite la bienvenue chez moi au Sénégal. Ah bah ouais, on avait dit qu'on serait là Oui, tous les deux. Oui, donc on est là. tous les Et on deux. a amené le troisième, Ouais, c'est bien. Donc, Max. Max, oui. C'est grâce à lui. Oui. Voilà, donc aussi. on est là. Donc on est là. Merci Antoine. Oui, effectivement, le projet avec la mairie d'Évreux a démarré il y a 4 ans maintenant sur un projet que j'avais en tête. Parce que moi, quand j'étais enfant, je passais la nuit avec ma grand-mère dans sa maison en Bankou. Et donc, les constructions en terre, c'est quelque chose qui me plaisait. Et arrivé en France, j'ai cherché à me former. Et quand j'ai trouvé la formation, Max m'a suivi, quoi. Comme d'habitude, il me suivait partout. Et donc, Vous avez été dans le centre de la France, oui, on apprendre était à goûter la terre, à goûter la terre, à la connaître la terre façonner, et ouais. ensuite à la façonner. À la façonner et tout. Et puis, comme que moi, j'étais vraiment ancré dans ça, c'est un projet qui est né chez moi. Et voilà, donc lui, il m'a accompagné dans ce projet. Et c'est comme ça qu'avec la ville d'Évreux, on a commencé à faire des briques. On a conçu la maison d'Évreux, etc. Et moi, dans mon entendement également, c'était un projet que je voulais développer au Sénégal. Parce que ça me tenait à cœur. Qu'on reste pas que à Ziguinchor, mais qu'on le partage avec tout le monde. Partout. Et puis comme on dit en Afrique, rien n'est le fait du hasard. C'est ça. Et j'ai rencontré Mathilde et Olivier lors d'une formation que tu m'as aussi invité. En fait, c'est Maxime qui devait partir et puis moi j'avais dit non, Max, vas-y, tu peux le faire. À la dernière minute, j'ai changé d'avis et puis je suis venu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mathilde. Quand elle m'a parlé, je savais qu'elle avait l'âme d'une personne qui aime bien la terre comme moi et puis ça a matché. Et c'est comme ça qu'est née la mission au Sénégal. Mathilde, vas-y, prends le micro. Mathilde, donc nous on s'est rencontrés sur un séminaire d'archi. En plus, on se retrouve par hasard au CFA du BTP. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le directeur du CFA, il est à Sali là. On va l'appeler, ouais, il va sur. Bah ouais, parce que il a vu que j'avais posté des trucs sur Facebook. Il dit, mais moi aussi, je suis à Sali, donc on va sûrement prendre un coup. Il m'avait dit ça. Oui, il a une maison là-bas, je crois. Voilà. Mathilde, est-ce que en venant ici, tu as trouvé du liège? Parce que votre particularité à vous, c'est quoi? Oui, Antoine, merci pour cet accueil, parce que c'est vrai que c'est incroyable de se rencontrer en Sénégal. Pour ma part, c'est la première fois que je vais en Afrique, en plus. Donc, voilà. Donc, c'était quoi la question? C'est, est-ce que tu as trouvé du liège ou pas? Parce que votre particularité avec Olivier, c'est que vous avez aussi la brique en terre, mais vous rajoutez... Du liège, effectivement. Donc, on a mené des investigations, effectivement, grâce à Abdoul. Donc, on est allé chercher le ministère de l'Environnement et la Transition énergétique pour ces questions-là. Donc, à ce jour, on n'a pas encore de réponse. Mais voilà, on a mis entre les mains de certains experts pour avoir peut-être potentiellement une piste un jour. Donc, c'est pas facile parce qu'effectivement, il y a cette propriété d'élasticité qu'on recherche. Et on avait trouvé un arbre qui s'appelait... Le colatier. Le colatier, mais en fait, on l'a cueilli frais et on s'est rendu compte qu'au séchage, il perdait sa... Voilà. Donc, on est toujours en train de regarder ce qu'on pourrait voir dans la nature. Mais en tout cas, sur ce voyage-là, on peut dire qu'on a exploré les fibres, puisqu'on a mené un atelier pédagogique à l'université de Ziguinchor, donc avec des universitaires de master, où on a justement abordé la question de la fibre. Donc là, on a exploré la paille de riz. On avait aussi l'intention de la fibre de coco et puis du roseau. Donc on a élaboré des ourdis, par exemple, avec un bois que Abdoul nous avait ramené de l'ISRA, peut-être, ouais, c'est le centre.
Donc on a, avec les élèves, enlevé nos chaussures et puis dansé sur la terre pour pouvoir créer des ourdis avec la paille. Et ensuite on a monté des maquettes comme on l'a fait d'ailleurs à l'Amphi, hein, là où on s'était tous rencontrés. Donc c'est beau de voir qu'il y a une continuité aussi dans tout ce qu'on peut faire et à l'échelle internationale, puisque finalement construire en terre c'est mondial. Donc on n'a pas la ressource, elle est illimitée à ce niveau. Et l'ambition, c'est de créer des rencontres autour de ça et puis une expertise technique. Parce que finalement, si on construit en terre demain, c'est grâce à la technique et la connaissance de cette technique. Donc voilà. Olivier, c'est la première fois que tu viens en Afrique. Ça s'est passé comment, ces 60 heures, plus de 60 heures de voiture pour arpenter le Sénégal? Antoine, ça s'est très bien passé, en fait. Oui, j'ai même mon permis maintenant de conduire ici, donc, que Abdoul a validé après plusieurs heures de conduite. Mais non, j'ai pris différentes routes, etc., différents paysages. Mais j'adore l'Afrique. Par rapport à votre asso, le développement, tu le vois comment? Parce que on a les rencontres, on a l'expertise, mais comment tu vois après de mener l'aventure avec Abdoul et toutes les gens que vous avez rencontrés? L'après, moi je le vois maintenant, c'est déjà élaborer des projets, hein, comme on est en train de faire. Du côté de Mathilde, c'est créer les plans. Des suivis de chantier, ce serait intéressant, et puis peut-être aussi construire en même temps. Donc nous, on achète un terrain et on demande à Mathilde de nous fabriquer notre maison idéale pour le Sénégal. Oui, c'est ça, oui. On va dire l'idéal, oui. Alors toi qui as arpenté un petit peu le Sénégal, quel lieu tu implantes ta maison? Alors, j'ai pas forcément de lieu précis. Moi, ce que je voudrais, c'est une plage avec la mer en face. Voilà, ça a toujours été mon rêve. Donc voilà. Et je pense me tenir au projet quand même. Ça me plairait bien. D'accord. Et peut-être y vivre de ma passion aussi, ouvrir un club de plongée. Pourquoi pas? Voyons, hein, profitons. Abdoul, tu vois comment toi l'avenir? J'ai demandé à Olivier. Toi, tu le vois comment? Toi qui connais mieux l'autochtone, on a été perçu comment avec ces briques? En fait, par rapport à cette question, il y a presque 4 réponses que je peux apporter, ou 3. La première, c'est qu'en fait, que Mathilde et Olivier se rendent compte de la réalité sur le terrain. Parce que j'aurais beau expliquer tout ce qui se passe au Sénégal. Ça se vit au Sénégal. Ça se vit, etc. Donc le Sénégal, ça se vit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, qu'elle confronte un peu ces réalités architecturales à la réalité sur le terrain. Et donc, sur la réglementation, sur les procédures, etc. Et tout ça, c'est important de se rendre en compte, en fait, au Sénégal. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être développées ici. La troisième chose, c'est qu'avec Olivier, on est en train de travailler aujourd'hui sur l'amélioration de cette maison construite en briques de terre compressées, en y ajoutant des systèmes de ventilation naturelle comme le puits canadien, etc., etc. et autres. Et donc, tous ces systèmes-là seront une expérimentation. Et donc, la quatrième chose qui est importante pour nous, c'est la création du centre de formation qui est dédié aux métiers de terre et de l'eau, d'une part, et d'autre part, la création d'un quartier écologique. Donc, on est en train de chercher de la terre pour avoir 2 hectares de terre qu'on va aménager et toutes les maisons seront construites en briques de terre compressées, avec un forage qu'on va creuser nous-mêmes, avec des panneaux solaires pour alimenter toutes les maisons, etc., avec des aménagements maraîchers, horticoles, pisciculture, élevage. Et donc, tout dans cette partie, que chacun soit autonome et indépendant. Donc, qu'il n'y ait pas de dépendance. D'ailleurs, tu vois, moi, je me balade un petit peu partout dans le monde. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas des bidons qui réchauffent l'eau pour avoir l'eau chaude dans la maison. C'est dû à quoi, ça? Oui, parce qu'après, il faut tenir compte aussi de la situation géographique et climatique dans laquelle nous sommes. Hormis Dakar et hormis Sali, qui est en face de la mer, tout le reste du Sénégal est chauffé presque 11 mois ou 10 mois sur 12. Et donc, si les gens installent un ballon d'eau chaude, ils ne l'utiliseront que 2 mois. Et sur Dakar, oui, ils peuvent l'utiliser sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et l'eau qui vient de Dakar ne vient pas de Dakar, elle nous vient de Kermomarsar. C'est-à-dire l'eau, elle traverse presque des centaines et des centaines de kilomètres pour arriver à Dakar.
Et donc, forcément, la nappe, elle est profonde. L'eau traverse un circuit assez long et garde toujours sa température assez fraîche. Donc, quand on le met pour se laver, elle est assez fraîche. Vous allez à Kolda ou à Ziguinchor, oui, là, la tuyauterie, elle n'est pas trop profonde. Donc, les tuyaux sont réchauffés. Et donc, quand vous vous lavez, il fait chaud. Et donc, vous n'avez même pas besoin de ballon pour avoir de l'eau chaude. Donc, ça, c'est extrêmement important à connaître aussi. Et donc, c'est pourquoi, eux, quand ils sont arrivés, on a fait Dakar. Quand on se lavait, ce n'était pas la même température de l'eau. Arrivé à Ziguinchor, n'en parlons pas. Génial. Arrivé à Tambacounda, génial. Tu n'avais même pas besoin de chauffer l'eau parce qu'elle était tout le temps chaude. Et donc, connaître toutes ces réalités-là permet, par exemple, à Olivier, sur la ventilation naturelle, de proposer ce système-là. Mais ce système-là, in fine, il faut qu'on arrive à ce que les Sénégalais acceptent ça progressivement. Quitter aujourd'hui le mode avec du béton et ciment, leur faire retourner avec quelque chose qu'ils ont connu à la terre, qui renvoie parfois à l'image du pauvre qui n'a rien, du paysan. Mais donc, c'est la même pour nous. Hein. Je veux dire, nous, nos chaumières, plus personne voulait être en chaumière. Et il y a une trentaine d'années, c'est revenu au goût du jour. C'est ça. Et donc, c'est les mêmes problématiques qu'on a en France qu'ici. Hein. Donc, après, sauf qu'au Sénégal, nous, on a aujourd'hui un éventail de possibilités. Pour aussi expérimenter. Parce que Mathilde, si elle veut expérimenter certaines choses en construction en terre, dure sur les murs porteurs et autres, c'est un peu compliqué. Alors qu'ici, on peut l'expérimenter facilement. Si c'est concluant, oui, on essaie d'homologuer. Mathilde, tu vois l'avenir comment, toi? Parce que on arrive toujours avec des rêves, on arrive avec des envies, et puis après, comme dit Abdoul, tu vois la réalité. Et tu vois comment maintenant? Oui, alors effectivement, donc l'avenir, je pense qu'il s'écrit avec les personnes qui nous entourent. Je pense que l'avenir, il faut le bâtir avec la formation, avant tout, que ce soit en France ou à Ziguinchor ou au Sénégal en général. Parce que je trouve que les métiers du bâtiment, par exemple, sont très porteurs d'avenir s'ils sont bien construits dans le programme, etc. Et c'est pour ça que les jeunes, par exemple, que ce soit en France ou à l'étranger, il faut qu'ils parcourent le monde, il faut qu'ils voient ces choses-là pour avoir une conclusion pour eux-mêmes. Parce que moi, finalement, j'ai voyagé dans d'autres pays, effectivement, mais sur la construction en terre, j'ai pas vu ce potentiel-là économique, etc., où l'expérimentation de la nature, par exemple, par la fibre, elle est infinie ici. Donc, nous, en France, c'est plutôt, on se dirige vers l'agriculture, le déchet de l'agriculture pour imaginer tout ça. Mais en réalité, par exemple, sur le Sénégal, on a une diversité de nature qu'il faut explorer et c'est par là qu'on va commencer. Donc je pense qu'il faut inviter aussi les futures générations à penser avec les matériaux locaux dans la transformation, dans la production. Donc c'est ce que nous, on défend aussi en France sur le liège et puis d'autres fibres. Donc une chaîne locale, donc en Seine-Maritime. Mais je pense qu'il faut faire la même chose en fait dans d'autres contextes comme celui-là. Et l'avenir de l'architecture en terre, c'est peut-être aussi travailler avec les habitants, avec le côté social, parce que ici on se rend bien compte que la formation des maçons, par exemple, ou des artisans du bâtiment, elle n'est pas cadrée. Et c'est ce qui mène parfois à des aberrations. Olivier a été très choqué parfois de voir les finitions, des choses comme ça. Et moi-même, donc on se dit effectivement, il faut vraiment mettre le paquet sur la vision sur le long terme surtout. Et construire en terre, c'est la vision du long terme. Oui, mais moi je pense qu'en Afrique, c'est de père en fils et basta quoi. Et on discutait avec un de nos chauffeurs qui nous a trimballé. Le souci aussi aujourd'hui, c'est que le jeune n'écoute plus le vieux. Il s'est coupé comme en France. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas propre ici. Hein. On n'écoute plus. Le téléphone est la source de vie. Alors moi, je pense qu'il faut aussi travailler aussi sur les réseaux, autant sur de la formation pratico-pratique sur le terrain, mais travailler sur le réseau pour montrer que la terre, c'est économiquement demain ce qu'il y a de plus viable.
Oui, je voudrais rajouter un truc également, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de bibliographie existante sur le. Quand on parle, on a entendu parler dans des villages de banco, de terres, de rizières, etc. Mais quand on leur demande, quand on est curieux et intéressé, on leur demande mais comment on peut faire pour avoir plus d'informations, ils nous disent il faut rencontrer telle personne, etc. Mais en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de transmission de savoir-faire. Et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bâtiments, l'influence du béton, de tous ces lobbying. Et le vrai sujet, c'est, je pense, la transmission des générations. Juste pour compléter ce qu'elle vient de dire, non, c'est juste pour paraphraser ce que tu viens de dire par un proverbe africain qui dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout simplement. Parce qu'en fait, les personnes âgées, c'est eux qui ont la connaissance, qui le gardent. Et ça se transmet par une transmission orale de la chose, etc. Même l'histoire du Sénégal, ça a été réécrite dans les années presque 2014-2015. On parle de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Avant, c'est d'autres bouquins français occidentaux qui parlaient, qui racontaient notre histoire. Et là, le gouvernement a pris aujourd'hui un engagement assez fort. Et c'est le feu professeur Ibader Thiam, professeur agrégé en histoire, qui était le coordinateur de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Et dans cette réécriture de l'histoire générale du Sénégal, il y a tous les aspects de l'habitat, de l'histoire, etc. Et c'est pourquoi je disais, même quand on a rencontré le directeur, moi, je vais demander à l'IFAN, peut-être ils ont des archives sur ça. Et donc forcément, oui, effectivement, sur certaines techniques, moi, même quand j'étais gamin, j'aidais ma grand-mère à refaire les enduits, à réparer sa maison. On prenait les bouches de vache, en fait, et on mettait de l'eau, et puis ça permet de faire l'enduit avant chaque saison des pluies. Et ça, avec chaque saison des pluies, on le faisait. Et moi, je le faisais. Mais aujourd'hui, mon fils qui est né en France, il ne va jamais faire ça, quoi. Peut-être quand on reviendra ici, il habitera une maison en terre, mais ça va s'arrêter là. Et après, la formation, effectivement, comme on l'a dit, c'est essentiel. Cette formation-là, qu'elle soit aussi une formation qualifiante. Dans la mesure où elle ne peut pas être qualifiante, on peut aujourd'hui penser par des systèmes de validation d'acquis. Mais il faut que la filière soit aussi organisée. Merci à tous les trois. Merci à mon technicien préféré, Max, qui a assuré comme une bête pour la réalisation. Merci à Oliver de m'avoir offert cette belle tunique. Un petit big up pour lui. Et puis surtout, nous, on a été à Gorée. Vous ne connaissez pas ce lieu magique. Eh bien, rien que pour vous, un petit peu de mémoire qu'il faut garder en stock. Allez, reportage, c'est parti. Et aujourd'hui, ils vont tous traverser la porte qui est au fond de l'autre côté. Nous l'appelons la porte du voyage sans retour. C'est la porte de l'adieu. Une fois la traversée, personne ne peut revenir en arrière. Soit ils arriveront tous à destination dans les Amériques, soit certains d'entre eux vont mourir durant la traversée. Mais quoi qu'on dise, la majorité d'entre eux arriveront dans les Amériques. Voilà, chers visiteurs, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et chose plus intéressante, cette île en fait partie parmi les 12 premiers sites au monde.